Je m'appelle donc Didier Auglusten, je suis chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. C'est un laboratoire qui se trouve en région parisienne à Gif-sur-Yvette. Et c'est un laboratoire qui est, moi je suis chercheur au CNRS, mais c'est un laboratoire mixte entre le CEA, le CNRS et l'université de Versailles-Saint-Quentin. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'impact sanitaire de la pollution de l'air à l'échelle globale, parce que c'est ce que je fais comme travail, travailler à l'échelle de la planète. Euh, alors, je commencerai juste par ce contexte que vous connaissez sans doute, c'est que en 2019, l'OMS estimait qu'il y avait 4,2 millions de décès prématurés dans le monde qui étaient dus à la pollution de l'air ambiant. Et ça, c'est essentiellement lié aux particules fines. Enfin, il y a enfin, voilà, je parlerai également de l'ozone, etc. Mais majoritairement, c'est quand même les particules fines qui sont responsables de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de cancer. Alors, c'est évidemment une source aussi euh, d'inégalité sociale, puisque 89% de ces décès de ces 4,2 millions surviennent dans des pays qui sont à faible revenu et majoritairement, enfin beaucoup dans les pays d'Asie du Sud-Est et en Inde. Alors, si je vous rappelle ça, c'est juste pour insister sur le fait qu'il y a encore de grandes estimations de grandes incertitudes sur ces estimations à l'échelle globale, parce qu'il y a des incertitudes à la fois pour estimer les concentrations hein, à l'échelle de toute la planète, enfin du moins des zones continentales. La mortalité de base également, l'évolution de la population mondiale qui varie aussi, et puis surtout quand on va faire ici, je vais vous montrer des simulations futures, mais aussi pour les fonctions de réponse, ce qu'on appelle les concentration response functions à la pollution. Donc ces fonctions-là qui sont basées sur des études épidémiologiques que vous connaissez sans doute mieux que moi. Il y a également des incertitudes sur toutes ces valeurs, comment les appliquer après à l'échelle de la planète sur base d'une cohorte donnée. Alors, donc tout ça pour dire que, par exemple, en 2020, donc un article récent de Chowdhury a montré qu'il y avait une augmentation de la mortalité prématurée dans le monde qui a varié de 2000 à 2015. Et vous voyez qu'elle a augmenté de 30% de 2000 à 2015 pour atteindre en 2015 8,5 millions de décès prématurés, plus 1,3 million de décès prématurés liés à l'ozone. Donc 8,5 associés aux particules, 1,3 liés à l'ozone. Donc vous voyez que si vous faites le total, on est à pratiquement 10 millions. C'est beaucoup plus que les 4 millions estimés par l'OMS. Donc vous voyez que l'incertitude sur les estimations, sur qui faire les estimations, en particulier Chowdhury, il a utilisé un modèle global comme celui dont je vais vous parler. Donc vous voyez que suivant la méthode utilisée, et les fonctions de réponse également qu'on utilise, on peut avoir des résultats qui sont différents. Alors ça, c'est pas uniquement à l'échelle mondiale, parce que même si on regarde à l'échelle européenne, le Global Burden of Disease estimait qu'il y avait 168 000 décès prématurés en 2018, 346 suivant l'Agence européenne de l'environnement. En 2018, et puis l'Agence européenne de l'environnement estime à 238 en 2020. Donc vous voyez que déjà là, on passe de 168 à 346 en Europe. Et puis récemment, Juginovic a également estimé sur base de mesures de concentration qui étaient faites dans une quarantaine de villes européennes, a estimé le nombre de décès prématurés à 368 000. Et puis récemment aussi, Lelyveld en 2018, sur base aussi d'un modèle global que je vais sensiblement similaire à celui dont je vais vous montrer des résultats, et ça c'est la carte qui est affichée ici, montre une mortalité, vous voyez, estime à 790 000 décès prématurés. Donc là aussi, 4 fois supérieure à l'estimation du Global Burden of Disease. Donc déjà, une grosse incertitude à garder en tête sur toutes ces estimations de mortalité, à la fois à l'échelle globale et puis à l'échelle de l'Europe, associer à la qualité de l'air.
Alors, maintenant, pour en revenir à des chiffres, toujours dans le contexte, à des chiffres qui sont peut-être un peu plus officieux, enfin officiels plutôt, ceux de l'Agence européenne de l'environnement. Donc, on estimait qu'il y avait 275 000 décès prématurés. Donc, c'est un peu plus que ce que je vous disais tout à l'heure de 238 qui était pour l'Union européenne, pour l'Europe des 27. Ici, on a 275 000 pour l'Europe continentale, en fait. Associés aux particules fines, 28 000 associés à l'ozone, donc au dépassement des seuils récents de l'OMS. Et ce que vous voyez, c'est que par contre, il y a une amélioration de la qualité de l'air. Donc, elle a une réduction du nombre de mortalité, de la mortalité de 45% en 2020 par rapport aux valeurs de 2005. Et ça, l'objectif de l'Union européenne est de réduire encore cette mortalité pour en arriver à 55% en 2030, 55%, donc c'est le Zero Pollution Action de l'Union européenne pour en arriver donc à une réduction de 55% en 2030 par rapport à la mortalité en 2005. Alors, il existe par contre de grandes disparités non seulement à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle de l'Europe. Vous voyez qu'il y a de grandes disparités encore. Si on regarde ici le nombre de vies perdues par 100 000 habitants en 2020, associé aux particules fines. Vous voyez que, par exemple, en Norvège, c'est là qu'on a les valeurs les plus faibles. On a 160 décès prématurés par an, avec 30 années de vie perdue par 100 000 habitants. En France, vous voyez on a des valeurs à des valeurs supérieures, hein, 16 500 décès prématurés estimés en 2020, 270 années par 100 000 habitants perdus. Et par contre, vous voyez qu'en Serbie, on a des valeurs encore beaucoup plus faibles, plus fortes, pardon, donc 14 000 décès, mais par contre, pour vous voyez une densité de population qui est supérieure, donc 2000 années de vie perdues par 100 000 habitants. Donc, vous voyez, c'est encore considérable, même s'il y a une amélioration en Europe, vous voyez que c'est quand même encore des chiffres considérables sur base des estimations de l'Union européenne, qui ne sont pas, de nouveau, je rappelle, qui ne sont pas les valeurs les plus élevées des estimations qu'on peut trouver. Alors, alors pourquoi est-ce qu'on parle enfin, Augustin vous en parlera, Augustin Colette vous en parlera plus longuement, mais pourquoi on parle de co-bénéfice ou de compromis entre qualité de l'air et changement climatique? Alors, j'en parlerai très très brièvement, mais j'aurai une slide à la fin pour illustrer ça. C'est que cette figure, elle vous montre qu'en fait, le réchauffement climatique, il est environ 1 degré à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la valeur observée qui se trouve voilà, qui se trouve sur la gauche. Donc ça, c'est le réchauffement climatique observé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le réchauffement climatique associé aux gaz à effet de serre de longue durée de vie, on peut l'estimer à 1,5 degré. Donc la différence entre le 1,5 degré et la valeur de 1 degré qui est observée, elle est due en fait finalement à l'amélioration de la qualité, enfin à toutes ces émissions associées à la qualité de l'air qui vont avoir un effet sur le climat et essentiellement, vous voyez ici, refroidir. Donc de telle sorte que la pollution actuelle masque une partie du rayonnement, donc environ, vous voyez, 0,5 degré de ce réchauffement-là et des gaz à effet de serre de longue durée de vie est masqué par la pollution de l'air. Donc, co-bénéfice ou compromis, parce qu'effectivement, si on améliore la qualité de l'air, on va diminuer ce forçage radiatif négatif et donc on va avoir tendance à réchauffer un peu plus et à voir un peu plus le réchauffement associé aux gaz à effet de serre de longue durée de vie. Alors maintenant, si on regarde pour les différents gaz qui sont responsables de ce refroidissement que vous voyez ici, associé à la qualité de l'air, hein, associé à la pollution plutôt, vous voyez que il y a essentiellement deux paramètres qui interviennent. Tout d'abord, les particules en suspension dans l'air réfléchissantes. Donc, ce sont les sulfates, donc associés aux émissions de SO2 essentiellement. Donc, c'est cette barre-ci qui refroidit pour environ 0,5. Mais également les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote ont tendance à refroidir. Quand on prend tous les effets des oxydes d'azote, ils ont également tendance à refroidir le climat en impactant l'ozone et le méthane. Alors, il y a d'autres gaz qui réchauffent, hein, les composés organiques volatiles qui sont également émis à la surface et le carbone suie ont, eux, tendance à réchauffer sur les particules réchauffantes, le carbone suie. Donc, de telle sorte que le total, quand même, est négatif. Donc, c'est-à-dire que la qualité de l'air, la pollution refroidit, en fait, le climat.
Donc sur cette figure, on voit quand même que ça représente un tiers en fait du réchauffement dû au gaz à effet de serre, donc durée de vie. Alors les organisateurs m'ont demandé de vous parler d'un projet euh, qui sur lequel on a travaillé, Augustin Colette et moi-même, et puis d'autres, hein, il y a quelques années. Donc, j'ai dépoussiéré quelques slides relatives à ce projet. C'est un projet qui s'appelait ACIA pour Atmospheric Chemistry et Climate et Health Impact Assessment. Donc, c'est en fait estimer l'impact sur la santé du changement climatique et de la pollution. Alors, donc l'objectif, c'était ça, c'était de fournir donc un impact sur la santé à l'aide de nouvelles projections multi-échelles de la qualité de l'air à l'échelle globale, pilotées par des forçages climatiques, donc les dernières simulations qu'on avait en termes de changement climatique à la fois à l'échelle globale et à l'échelle régionale, de quantifier les effets sanitaires actuels et également les effets sanitaires futurs en 2030 et en 2050, associés à l'ozone et aux particules fines, et cela à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, également à l'échelle de l'Île-de-France, en utilisant une méthodologie qui était cohérente à travers les différentes échelles. Donc l'idée, c'était de comparer différents scénarios, également d'atténuation des émissions de pollution, de polluants. On a regardé deux scénarios, donc, enfin, je ne vais pas détailler, mais en gros, il y a un scénario où on utilise dans le futur la réglementation actuelle en termes de qualité de l'air, et puis un scénario où on considérait la baisse maximale des polluants qu'on pouvait techniquement atteindre, qui était faisable techniquement. Donc, deux scénarios, un scénario finalement en réglementation actuelle, et puis un scénario où on avait des mesures plus importantes, techniquement faisables, hein. Donc, il n'y avait pas non plus d'estimation sur des choses qui n'existaient pas encore, mais comment réduire ces émissions-là sur base de ce scénario. Alors, on a donc utilisé différentes méthodes pour en fait pouvoir downscaler, pouvoir passer de l'échelle globale à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France et puis à l'échelle de l'Île-de-France. Alors, donc, c'était un projet qui était financé de 2011 à 2014, donc ça date déjà il y a quelques années, hein. Et les partenaires, c'était l'ancien INVS, donc Santé publique France, l'INERIS, le laboratoire des sciences humaines et environnement, le laboratoire de météorologie dynamique, et on avait également un collègue de Columbus University. Alors, donc, le projet visait, comme je vous le disais, on avait différentes échelles. Donc, la première échelle, ce que vous voyez ici, c'est une maille d'un modèle global. Il faut savoir que pour les modèles globaux, on couvre bien sûr toute la planète, mais on a des résolutions qui sont de 200 à 300 km. Donc, pour faire de la qualité de l'air, c'est évidemment pas idéal, puisque ça veut dire qu'on va moyenner en fait les concentrations au sein de ce rectangle qui fait environ 200 km carrés à nos latitudes. Et puis, on avait également, suite à cela, on imbriquait sur base de ce modèle global, on pouvait imbriquer un modèle à l'échelle européenne, donc qui avait lui une résolution supérieure de 0,5 degrés. Et puis, on avait également une imbrication d'un modèle à plus haute résolution encore, qui faisait 4 km à l'échelle de l'Île-de-France. Alors, combiné à cela, on a pour les trois échelles, on a calculé donc l'impact pour le présent et pour le futur sur base des deux scénarios que je mentionnais. On a estimé l'impact sanitaire de l'évolution de l'ozone et des particules fines en se basant sur des fonctions de réponse, donc des relations log normales entre la mortalité et la concentration, en se basant sur des relatifs risques, des risques relatifs par rapport à cette évolution de la concentration, qui était basée aussi bien pour les PM que pour l'ozone sur des cohortes, donc sur des cohortes qui à l'époque, vous voyez, il y a des choses beaucoup plus récentes qui existent actuellement, mais à l'époque, on avait utilisé ces références-là pour estimer finalement la réponse à cette augmentation de la mortalité, à cette variation de la pollution. Alors voilà par exemple l'évolution
des particules fines à l'échelle de la planète, tel qu'on le calcule avec un modèle global. Donc, ce que vous voyez au-dessus, c'est la concentration donc, à la surface en 2010. Et puis l'évolution à la surface en 2030 sur votre gauche, en 2030 suivant les deux scénarios, pardon, 2030 et 2050. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'en 2030, on a déjà une amélioration de la qualité de l'air. Vous voyez que sur l'Europe, on commence à voir une diminution de la pollution même dans ce scénario de législation courante. Par contre, vous voyez que les concentrations restent extrêmement élevées sur la Chine et sur l'Inde. Donc, amélioration en 2050. Donc, là également, on voit une amélioration plus nette au-dessus de l'Europe. Et vous voyez que si on a des mesures plus importantes pour réduire la qualité de l'air, vous voyez que là, on réduit sensiblement les concentrations à la surface aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mais également sur l'Inde et la Chine. Donc, on a des réductions importantes sur ces régions-là. Donc, deux scénarios, deux évolutions possibles de la qualité de l'air et on va voir quels sont les effets sur la santé. Donc, comme je vous le disais, ça a été également, on a utilisé ces résultats pour obtenir les mêmes évolutions des concentrations à l'échelle européenne. Donc, ça, ce sont des résultats obtenus à l'INERIS avec le modèle Chimère. Donc, vous voyez ici les concentrations à l'échelle en 2010 et puis les concentrations telles qu'elles évoluent en 2050 sur base des deux scénarios. Et on voit sensiblement donc une diminution de la pollution, donc une diminution dans ce cas-ci des particules fines. Et suite à ça, on pouvait de la même manière continuer cette évolution-là. Donc, vous voyez ici l'évolution de la concentration sur la France et on pouvait également zoomer, faire tourner un modèle à plus haute résolution pour avoir également l'évolution. Vous voyez ici les concentrations de particules sur l'Île-de-France et leur évolution, donc leur diminution également sur base des deux scénarios. Donc, on a fait la même chose pour l'ozone. Donc, on a ces scénarios à différentes échelles pour l'ozone. Donc, suite à ça, on a sur base des populations, une base de données de la population, on peut avec cette évolution des concentrations, estimer l'évolution des concentrations, mais moyennée, pondérée par la population, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc, on a notre projection, finalement, de concentration pour les différents scénarios, pour les différents domaines. Ensuite, on utilise donc les fonctions de réponse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour les PM au-dessus de 10 microgrammes par mètre cube. On a une mortalité de base qu'on utilise également en base de données de la mortalité, Global Burden of Disease. Et à partir de là, on peut, à partir de notre delta X, des fonctions de réponse et de notre mortalité, on peut calculer l'augmentation ou la diminution de mortalité correspondant au scénario considéré. Alors, si on fait ça pour le présent, donc voilà ce qu'on a pour le présent. Là, c'est juste pour voir que finalement, où on en était pour le présent, quelle était finalement la mortalité associée à l'échelle globale de nos prévisions. Donc, on voit, vous voyez qu'en termes de PM, on a une mortalité qui atteint 2,4 millions de décès prématurés associés au PM, 0,6 millions associés à l'ozone. Et vous voyez que pour l'ozone, donc c'est beaucoup plus uniforme, mais notez que les valeurs sont beaucoup plus faibles que pour les particules. Les échelles ne sont pas du tout les mêmes, il y a un facteur 10 entre les échelles. Donc vous voyez que pour les particules, on a une mortalité importante associée en Europe, essentiellement en Europe centrale, enfin en Europe, chez nous également, mais en Europe centrale, on a un maximum, en Asie, en Inde et également sur les États-Unis. Donc ça, c'est pour le présent. Et donc vous voyez qu'on est environ à 3 millions de décès prématurés par an. C'est un peu moins que les 4 millions estimés actuellement, mais gardez en tête que c'est une estimation qu'on a faite il y a quelques années, de nouveau avec des fonctions de réponse qui sont assez anciennes. Donc là, on est à 3 millions, donc on est pas mal compte tenu de l'incertitude qu'il peut y avoir sur les différentes valeurs. Alors maintenant, si on va dans le futur, voilà ce qu'on a un peu dans le futur. Donc si on regarde la modification de la mortalité, donc ce qu'on représente ici, c'est le changement de mortalité pour une population au-dessus de 15 ans.
donc adultes essentiellement. On fait ça pour l'ozone à gauche et pour les particules et pour les deux scénarios, législation courante et maximum de réglementation pour réduire la qualité de l'air. Ce que vous voyez, c'est que effectivement, pour l'ozone, déjà en 2030, on constate qu'il y a une amélioration de la qualité de l'air sur l'Europe et sur les États-Unis. Par contre, encore une augmentation sur l'Inde et sur la Chine, de telle sorte qu'à l'échelle globale, on augmente de 63 000 la mortalité à l'échelle de la planète. En termes si maintenant on a une législation plus contraignante en termes de réglementation sur la qualité de l'air, vous voyez que là, on est à 12 000, enfin, on augmente encore la mortalité, mais on réduit par rapport au scénario de législation courante. Et en particulier, vous voyez qu'on réduit également sur l'Asie du Sud-Est. En termes de PM, donc là, de nouveau, on n'a pas les mêmes échelles. Vous voyez qu'on a, pour les PM, c'est la majorité de la mortalité qui est essentiellement due au PM. Donc, une nette amélioration, de nouveau, dès 2030 sur l'Europe, sur les États-Unis, avec cependant une augmentation extrêmement importante. Vous voyez, 446 000 ou 447 000 morts prématurées en plus, essentiellement dans les régions en Afrique, mais aussi en Asie et en Inde, où les niveaux de particules continuent à augmenter en 2030. Et si on passe en 2050, à ce moment-là, en particulier sur base du scénario où la réglementation est importante, vous voyez que là, on peut avoir une amélioration de la qualité de l'air et une réduction de la mortalité associée à l'ozone et également une réduction importante, pratiquement 800 000 en tout, décès qui peuvent être évités en ayant cette réglementation plus contraignante en termes de qualité de l'air. Donc, vous voyez des chiffres qui ne sont pas négligeables, 800 000 par rapport aux 4 millions qu'on a pour le scénario actuel. Alors, donc à l'échelle maintenant, ces résultats ils peuvent être également faits à l'échelle de l'Europe, sur base des résultats que je vous montrais. Et donc, vous voyez ici les résultats pour la mortalité associée aux particules en Europe. Donc, 127 000 à l'échelle de l'Europe pour le scénario législation courante, 226 000 décès prématurés en moins lorsqu'on est dans le scénario avec des réductions maximales. Donc, ce que vous voyez également aussi, on peut, à l'échelle de la France et de l'Europe, comparer les deux modèles. Parce qu'avec le modèle global, on a aussi des résultats pour la France et pour l'Europe, même si la résolution n'est pas aussi bonne que pour le modèle petite échelle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les résultats, la variation, donc la diminution en fait de la mortalité pour les deux scénarios en France et à l'échelle de l'Europe, calculée à l'aide du modèle à l'échelle européenne. Donc, vous voyez qu'on va en gros de 10% à 14% de réduction de la mortalité en Europe suivant le scénario. Et ce que vous avez, ce sont les mêmes résultats, mais calculés maintenant à l'aide du modèle global. Et donc, vous voyez que le modèle global, notamment parce qu'il a une résolution qui est plus grande et qui va donc moyenner les concentrations de particules, en particulier, les particules fines, comme on va avoir cette moyenne sur des mailles qui font 200 km², donc vous voyez qu'on a tendance à sous-estimer par rapport au modèle plus petite échelle. Donc la résolution va être importante dans les modèles globaux pour ce type d'application. Donc, la même chose a été faite à l'échelle de l'Île-de-France et vous voyez également aussi une réduction à l'échelle de l'Île-de-France de la mortalité. Alors, donc je terminerai. J'ai encore deux choses à vous dire. C'est qu'une chose sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que dans la simulation globale que je vous ai montrée, donc il y a plusieurs limitations dans ce projet AKIA, mais il y avait notamment le fait qu'on n'avait pas à l'échelle globale pris en compte le changement climatique. Donc, ça avait été fait à l'échelle européenne, mais par contre, à l'échelle globale, on n'a pas pris en compte le changement climatique parce que le modèle n'était pas prêt pour le faire. Par un manque de ressources, on n'a pas pu le faire, on a changé les émissions. Évidemment, on sait quand on regarde l'évolution de l'ozone
à la surface, on sait que le climat affecte la concentration des polluants. Et donc ça a été fait notamment, vous voyez ici l'évolution de l'ozone quand on prend en compte le changement climatique dans le modèle, et vous voyez qu'on retrouve des régions, en particulier sur l'Europe, un peu ce qui s'est passé lors de la canicule en 2003, des régions où on avait une augmentation de l'ozone importante sur les continents associée seulement au changement climatique dans le futur. Donc ici, un réchauffement de 2,5 degrés dans le futur. Donc ça a été fait aussi par différents modèles, donc différents exemples, et notamment dans le dernier rapport du GIEC, il y a cette réponse de l'ozone juste au changement climatique dans le futur. Donc on se place dans un climat qui s'est réchauffé de 2,5 degrés, et vous voyez que juste en changeant le climat, on a une augmentation des concentrations, peut-être un peu moins élevée que ce qu'on avait estimé précédemment sur l'Europe, mais vous voyez qu'en Inde et en Chine, on a des augmentations importantes associées à ce changement climatique. Notez bien que quand on prend plusieurs modèles, or cette figure-là, elle est obtenue pour plusieurs modèles, vous noterez qu'il y a de nombreuses zones assurées, parce que c'est une moyenne de modèles, et en fait les modèles juste sur ces régions-là assurées, on n'a pas nécessairement un bon accord entre les différents modèles. Donc il existe, même si ça n'a pas été fait pour Akia, il faut garder en tête que l'incertitude telle qu'on a encore aujourd'hui sur ces estimations-là d'impact climatique sur la qualité de l'air reste extrêmement importante. De telle sorte que là, donc ça a été fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette figure, mais de ce tableau, mais ça a été fait lors d'une intercomparaison, effectivement, il y a quelques années. Ça a été fait en prenant en compte le changement climatique et les émissions. Donc, ce que vous voyez ici, c'est aussi la mortalité, l'augmentation ou la diminution de la mortalité associée en 2030, associée à deux scénarios différents. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ça a été fait également en prenant en compte uniquement le climat. Donc, les émissions ne changent pas dans la figure de droite. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que quand on prend en compte le climat, donc ce qu'on a vu, c'est aussi bien dans Akia, mais ce que vous voyez ici, c'est que si on prend en compte l'évolution future des émissions, on peut avoir une amélioration de la qualité de l'air, une diminution du nombre de morts prématurées. Par contre, lorsqu'on prend en compte uniquement le changement climatique, vous voyez qu'en 2030 et en 2100, le changement climatique est responsable via l'ozone et via les particules, est responsable d'une augmentation de la mortalité. Donc, en général, vous voyez que l'incertitude est extrêmement grande. Vous voyez ici la variation qui peut y avoir énorme entre les différents modèles qui ont estimé cette valeur. Mais en gros, quand on prend la moyenne de ces différents modèles, vous voyez qu'on a le changement climatique, contrairement aux émissions, est responsable d'une diminution, d'une augmentation de la mortalité associée à l'ozone et aux particules. Donc voilà, je pense que le temps arrive à sa fin. Je voulais juste vous parler en 2 minutes de ce qu'on fait actuellement. Donc, il existe maintenant des scénarios plus récents que ceux que je vous ai montrés, qu'on a utilisés dans Akia. Ce sont les scénarios les plus récents qui existent à l'échelle globale. Donc, c'est ça qu'on met actuellement dans les modèles. Et récemment, nous avons donc fait des simulations couplées avec la chimie et avec le changement climatique. Et vous voyez ici l'évolution de la température globale telle qu'on peut la calculer suivant ces différents scénarios. Tout cela pour vous dire que donc le scénario comme on avait deux scénarios, un scénario avec des mesures qui permettent d'avoir une élévation de la température qui ne dépasse pas 2 degrés, en gros, c'est finalement un scénario qui correspond à l'accord de Paris, et puis un scénario qui est business as usual, vous voyez, avec une augmentation de la température qui peut atteindre 5 degrés. Donc on a les concentrations associées aux émissions, aux variations des émissions, mais également associées à ces concentrations qui sont représentées ici. Et donc, on a l'évolution de l'ozone et des particules. C'est un travail qui est en préparation. Ce qu'on n'a plus actuellement, c'est la possibilité de calculer l'impact sanitaire de ces concentrations-là. Donc, c'est un travail qui avait été fait dans Akia, que nous n'avons plus utilisé depuis une dizaine d'années. Donc, on pourrait reprendre ces concentrations qui maintenant prennent en compte le changement climatique et également la pollution dans le futur sur base de différents scénarios qui permettent de tester également le rôle de ces espèces, de ces polluants, l'impact de la qualité de l'air finalement sur le climat et sur la mortalité. Voilà, donc mes principales conclusions, c'est qu'à l'échelle globale et européenne, il existe encore de grandes incertitudes sur la surmortalité liée à la pollution de l'air. L'évolution des émissions, elle tend à réduire cette mortalité-là.
dès 2030, en fait, sur l'Europe en particulier. Sur d'autres régions, c'est un peu plus tardif, hein, mais en gros, dès 2030, sur l'Europe, on a ce genre d'amélioration. Par contre, l'évolution du climat, donc le réchauffement du climat, même déjà dès un réchauffement global de 2 degrés, tend à amplifier cet impact de la pollution, cet impact sanitaire de la pollution. Donc, on a vraiment les effets contradictoires des émissions et du changement climatique qui restent à quantifier. Donc, le projet AKIA, ça a été une première étape, hein. Ça nous a permis de mettre en place les outils qui permettaient à l'échelle globale jusqu'à l'échelle locale d'estimer l'impact sanitaire de la qualité de l'air à différents horizons temporels, en prenant en compte différents scénarios, etc. Donc, c'est un effort qui n'a pas été réellement suivi à ce jour en France. Donc, on avait développé ces outils, on n'a pas gardé ces outils, en particulier sur la partie qualité de l'air. On a bien sûr travaillé sur nos modèles de climat et de chimie, mais pas sur la partie impact sanitaire. Donc, il y a un gros travail d'actualisation qui restera à faire sur ces résultats si on voulait réutiliser, en particulier concernant les fonctions de réponse, les mortalités. Et ce qu'on n'a pas fait dans AKIA, qu'on avait dit qu'on ferait, mais qu'on n'a pas fait par manque de ressources, c'est également regarder l'impact du changement climatique sur la santé. Donc, on a regardé l'impact de la qualité de l'air et du changement climatique sur la qualité de l'air, sur la santé, mais pas l'impact direct du changement climatique sur la santé, par manque de ressources, mais aussi par manque de données. Voilà. Alors, un dernier point, donc, concernant le changement climatique, il y a un point que je n'ai pas eu le temps d'illustrer, c'est qu'il y a également les évolutions des émissions naturelles, dites naturelles, qui sont importantes. Lorsqu'on a un climat qui se réchauffe, on va avoir des émissions de polluants, et en particulier d'hydrocarbures par la végétation, qui augmentent. Dans les simulations que je vous ai montrées, on a ces augmentations-là qui sont quantifiées. Donc, on voit l'impact que peuvent avoir ces émissions par la végétation qui vont augmenter dans un climat qui se réchauffe sur la végétation, et on voit également une augmentation des émissions agricoles de NH3, puisque ces émissions d'ammoniac qui vont donner des particules et qui sont aussi importantes pour la qualité de l'air dépendent également de l'humidité et de la température du sol. Et on voit que dans le futur, c'est également, indépendamment des intrants qu'on utilise pour l'agriculture, c'est également un aspect important dont je crois Augustin va également vous parler. Les fonctions de réponse sanitaire aux concentrations, j'ai peut-être raté quelque chose. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est des effets linéaires, c'est-à-dire pour une augmentation de concentration, il y a une augmentation, il y a une mortalité qui est, il y a une mortalité correspondante. Oui, enfin, oui, c'est le log linéaire, c'est-à-dire que c'est le logarithme de la mortalité et la concentration. Mais donc, voilà, ça prend pas en compte un potentiel effet non linéaire qui fait que une augmentation absolue voilà, d'une même quantité de la concentration à Paris ou à Pékin Ah, serait associée à une mortalité, à un delta de mortalité différente parce qu'on oui, est oui. à un niveau très différent du continuum des expositions. Ah oui, oui, Donc, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est effectivement, donc là sur base des cohortes qu'on avait, c'était effectivement des cohortes, je pense que c'était pour l'Amérique du Nord. Donc, c'était pas ouais, nécessairement ouais, transposable en Chine. Donc, ça, c'est une autre limitation, c'est qu'on doit. Il y en a maintenant des cohortes qui ont été faites dans d'autres régions, hein. Donc, ça, c'est ouais. des choses qui seraient améliorées. Euh, donc ça clairement, et notamment ce que montre Lelyveld, c'est qu'en utilisant les cohortes récentes, il a un facteur 2. Donc la mortalité en Europe de Lelyveld, qui est supérieure d'un facteur 4, déjà un facteur 2 provient de ces nouvelles fonctions de réponse. Et puis une autre chose aussi, c'est que ces fonctions de réponse que nous on avait utilisées, c'est pour le total des particules. Le total des particules fines. Or, il y a également maintenant, je pense, des cohortes qui permettent de distinguer les différents types de particules. Si ce sont des sulfates, si ce sont des carbones suisses, ce ne sont pas nécessairement les mêmes fonctions de réponse. Donc ça, on n'a pas utilisé tout ça. Je ne pense même pas que les données existaient à l'époque, mais maintenant, encore une fois, 10 ans ou enfin une bonne dizaine d'années après le projet, il existe maintenant des cohortes qui sont faites ailleurs dans le monde, en Afrique, voilà, qui seraient intéressantes à étudier. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais quelques questions. La première, c'est concernant les scénarios du maximum techniquement possible. Est-ce qu'on entend par là du maximum technologiquement possible? Est-ce qu'on parle je sais pas, de filtres à particules en industrie sur les transports? Ou est-ce que ça prend en compte éventuellement aussi des évolutions socio-économiques
dans des trajectoires socio-économiques? C'était la première question. Et ensuite, j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous dire un mot un petit peu sur les méthodes de downscaling des modèles climatiques. Oui, alors effectivement, alors les scénarios, ceux qu'on a utilisés quand je vous parlais c'est technologique, effectivement. Ce sont les méthodes technologiques qui permettent, suivant ces deux scénarios. Par contre, c'est vrai aussi que, et c'est ce que vous voyez sur cette figure-là, c'est qu'il y a différentes évolutions socio-économiques. Donc, ces différentes couleurs, en fait, les différents scénarios dans cette nouvelle série de scénarios, les différentes couleurs correspondent à différentes évolutions socio-économiques. Mais par contre, au sein de d'un scénario d'évolution socio-économique, si on prend par exemple le scénario 3.7, qui est le rouge, vous voyez qu'on a construit à partir de ce scénario-là deux scénarios, un scénario qui est en rouge assuré, qui est là, par exemple, pardon, non, vous pouvez pas voir, mais je ne crois pas que vous voyez mon pointeur là. Mais vous voyez que par exemple, pour le carbone suit, donc on a le scénario rouge qui est un scénario d'évolution socio-économique donnée, mais on a également donc le scénario rouge en trait tireté qui représente le même développement socio-économique, mais avec des mesures de qualité de l'air supérieures appliquées. Donc, je dirais les deux. Pour répondre à ça, les deux. Il y a des scénarios socio-économiques. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait quand on a regardé, par exemple, l'évolution de l'ozone qui est représentée sur cette figure-là. On a l'évolution de l'ozone au-dessus en fonction du temps. On voit son augmentation en fonction de la latitude. Donc voilà, en fonction du temps et en fonction de la latitude du pôle sud au pôle nord, on voit cette augmentation de l'ozone pour le scénario 3.7. Si on prend le scénario 1.26, c'est un autre développement socio-économique et l'ozone diminue. Donc, il y a une augmentation d'ozone parce que, effectivement, c'est un scénario où les émissions sont réduites. Par contre, au sein du scénario 3.7, on peut avoir également différentes mesures de qualité pour réduire la qualité de l'air. Donc, c'est ce qu'on voit en fait avec le scénario 3.7 low NTCF ou low NTCF, low méthane. C'est qu'on peut avoir également au sein d'un même scénario de développement économique, on peut avoir des mesures plus contraignantes pour la qualité de l'air. Donc, je dirais les deux. Alors, pour le downscaling maintenant, alors nous, la manière dont on l'a fait ici dedans, c'est que dans ce projet, c'est qu'on avait utilisé différents modèles. C'est-à-dire que le modèle européen avait comme condition et limite les résultats du modèle global et inversement, le modèle sur la France avait les conditions limites du modèle européen et le modèle en Île-de-France avait les conditions limites du modèle français. Donc, c'est un downscaling qu'on a fait comme ça. Il existe d'autres méthodes statistiques en particulier qui sont notamment en termes de climat. On peut avoir des produits, notamment les compagnies d'assurance, elles ont des produits d'évolution de la température, de l'humidité, etc., en utilisant des downscaling statistiques. Donc, basé sur des observations, on va augmenter artificiellement, si vous voulez, la résolution des modèles pour atteindre quelques dizaines de mètres de résolution. Donc ça, c'est des méthodes statistiques. Ce n'est pas ça qu'on a utilisé ici. Nous, on a utilisé une imbrication de modèles. Comment est-ce qu'on fait en fait pour pondérer les disparités à l'échelle de la planète, puisqu'il y a des grandes disparités régionales de pollution? Vous parliez en particulier de l'Asie qui continue à émettre beaucoup de particules. Comment est-ce que finalement on arrive à ce chiffre de 0,5 degré d'effet de refroidissant et comment est-ce qu'on arrive à projeter aussi l'avenir compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la pollution en Asie ou dans d'autres pays? Alors, effectivement, donc à l'échelle globale, on n'a pas il y a des réseaux de mesure déjà de particules, etc. Donc, on peut utiliser des réseaux de mesure, on peut utiliser aussi maintenant des résultats de satellites qui nous donnent des cartes globales de particules, par exemple, de total des particules sur la planète. Donc, typiquement, à partir de cartes satellites, on a des couvertures globales de particules et à partir de ça, on peut calculer le forçage, la perturbation radiative, déséquilibre radiatif du climat associé à cette carte globale. Donc, c'est quelque chose qu'on fait assez bien. On a surtout maintenant que pour les espèces pour lesquelles on a des cartes comme celle-là. C'est plus compliqué pour d'autres espèces. Pour l'inox, c'est
là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on a aussi pour le présent des cartes, des mesures satellites de l'ozone. Hein, donc, on peut avoir l'estimation du forçage radiatif. On utilise des modèles comme ceux que je vous ai montrés pour avoir aussi une évolution future. Donc, ça, dans le futur, c'est évidemment là-dessus qu'on se base. On utilise des modèles qui sont calibrés pour le présent, sur base des observations satellites ou des observations de surface, avions. Et à partir de là, on peut extrapoler grâce au modèle et estimer l'évolution future de ces différents forçages radiatifs ou températures que je montrais tout à l'heure. Quand on regarde la qualité de l'air, on est toujours intéressé pour savoir quelle sera la qualité de l'air à très court terme. On fait des prévisions de la qualité de l'air de demain. Mais on s'intéresse aussi à ce qui pourrait se passer dans 10 ans sous l'effet de telle ou telle politique publique. Et évidemment, dans le contexte de ce dont on parle aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui pourrait se passer encore plus longtemps sous l'effet de politique climatique. Donc, juste pour recadrer, mais bon, je suis content que Didier ait déjà expliqué un certain nombre de choses, mais réexpliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre les différents co-bénéfices qu'on peut avoir entre politique climatique et qualité de l'air. Donc, quand on parle de changement climatique, on parle vraiment uniquement, essentiellement de gaz à effet de serre, et la qualité de l'air, c'est plutôt les polluants à courte durée de vie, donc les particules et l'ozone. Et en fait, c'est peut-être un petit peu juste pour des questions de vocabulaire ou presque de jargon, mais on va différencier ce qui se passe du côté de l'adaptation et de l'atténuation. L'adaptation au changement climatique, c'est on regarde quelle sera la qualité de l'air sous l'effet d'un climat qui change. En fait, le climat, finalement, c'est la somme, c'est les statistiques des différentes conditions météorologiques qu'on va subir. Et certaines de ces conditions météorologiques conduisent à des événements de pollution de l'air, notamment les vagues de chaleur, mais je vais y revenir. Donc ça, c'est de l'adaptation. Et après, il y a le côté atténuation, où là, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on essaye de réduire les émissions anthropiques. Alors, il y a un premier volet qui est vraiment ce dont a parlé Didier, c'est le fait que certains des polluants ont un effet sur le climat. Donc voilà, le méthane, l'ozone qui peut être réchauffant, ou certains autres, les aérosols, qui peuvent être plutôt refroidissants. Moi, je vais pas revenir là-dessus. Par contre, je vais essayer de plus insister sur ce qui est à droite de ce slide, c'est le fait que, certes, on parle d'espèces traces chimiques atmosphériques qui sont différentes, les gaz à effet de serre ou les particules, mais en réalité, elles sont très largement émises par les mêmes sources, c'est-à-dire nous. Et donc, si on a des politiques ambitieuses de réduction, que ce soit des gaz à effet de serre ou des polluants, finalement, il y aura des bénéfices à la fois sur le climat et sur la qualité de l'air. Je vais essayer de rendre ça plus clair dans les slides à venir. Mais, pardon. Juste pour donner une référence qui, je pense, est essentielle, c'est dans le dernier cycle là, qui vient de s'achever des rapports du GIEC, il y a la synthèse de la synthèse de Summary for Policymakers qui a été publié là récemment, en 2023, où il y a une phrase qui, je pense, est vraiment importante dans le contexte de notre discussion aujourd'hui, c'est le fait qu'on pense que les bénéfices économiques qu'on pourra obtenir sur la santé à travers indirectement les améliorations de qualité de l'air qui viendront de ces politiques d'amélioration du climat pourraient avoir économiquement le même ordre de grandeur que les coûts. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la motivation principale de s'engager dans ces travaux, c'est d'insister sur le fait que, du fait de cette coémission des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre, on pense qu'une économie bas carbone devrait être vertueuse pour la qualité de l'air. Je vais essayer de démontrer ça. Donc pour commencer, j'ai quelques slides sur l'adaptation, puis après je passerai peut-être un peu plus de temps sur l'atténuation. L'adaptation, c'est quelle est la qualité de l'air à laquelle on s'attend dans un monde où le climat change. Il y a un certain nombre de facteurs climatiques, météorologiques, qui ont un effet sur les polluants. La température a un effet sur les réactions chimiques, sur les émissions des écosystèmes, évidemment a un effet sur les vagues de froid et les vagues de chaleur, et aussi des effets sur la physico-chimie des aérosols. Le rayonnement solaire, la quantité de rayonnement qui vient à la surface, a aussi des effets sur la chimie qui se passe dans les nuages, un effet très important sur la photochimie, donc tout ce qui est polluant secondaire, tel que l'ozone, et je vais y revenir. Les sécheresses ont bien sûr un effet sur les écosystèmes. On peut avoir des émissions induites par les feux de forêt ou aussi des émissions de poussière désertique. Et les précipitations, ça va être un peu à l'inverse. En fait, les précipitations ont plutôt tendance à nettoyer l'atmosphère d'un point de vue de pollution atmosphérique et donc vont améliorer la qualité de l'air. Pour rendre ça un petit peu plus concret, je vous présente quelques images. Ici, c'est les résultats de modèles, encore une fois, à l'échelle non pas globale mais hémisphérique. On a simulé l'ensemble de l'hémisphère nord à une résolution qui est assez élevée, de 10 km. Et ça ressemble à une image satellite, mais en réalité, c'est bien du modèle numérique. Ici, on voit un polluant, les oxydes d'azote,
qui est l'image qu'on se fait des polluants émis près des sources, transportés sur quelques dizaines de kilomètres, mais pas non plus très très loin des sources. Et on voit sur cette image clairement les zones anthropisées et actives économiquement où on a ces émissions. Ici, c'est pour commencer relativement simple. Oxyde d'azote, un polluant en cours durée de vie qu'on imagine sur les zones émettrices. Et donc, tout devient plus compliqué quand on regarde d'autres polluants, et notamment quand on regarde l'ozone, qui n'est pas forcément évident à intuiter. Ici, l'ozone, vous vous rendez compte rapidement qu'en fait, il y en a sur les zones anthropisées, mais il y en a aussi ailleurs. On en a typiquement au milieu de l'océan. Et cette ozone fluctue aussi très fortement. En fait, là, dans le titre en haut, vous voyez les heures des journées qui défilent. Et vous constatez, en fait, quand on regarde de droite à gauche, qu'on a une espèce de pulsation qui s'opère. En fait, cette pulsation, c'est vraiment le rayonnement solaire. On voit le soleil tourner autour de la Terre. Ce qui fait que tous les jours, on produit beaucoup d'ozone l'après-midi quand il y a un rayonnement solaire qui est important. Et donc, on va revenir à la question des vagues de chaleur. C'est vraiment sous l'effet du soleil qu'on produit cette ozone, premièrement. Et si vous regardez bien, en fait, vous voyez que cet ozone, il est produit sur les zones anthropisées, mais donc il part plus loin. Et l'endroit le plus clair pour noter ça, c'est regarder le nord-est des États-Unis, où on constate que quotidiennement, on produit ces panaches. La nuit, ils disparaissent en quelque sorte sur le nord-est des États-Unis. Par contre, une fois qu'ils sont formés, eh ben, ils sont transportés et ils vont rester assez longtemps dans l'atmosphère. Et vous aurez pu constater qu'il y a un certain nombre de ces panaches qui viennent donc de la région de New York là, et qui, après, sont transportés littéralement à travers l'ensemble de l'Atlantique Nord et vont arriver jusqu'à Sydney. C'est pour ça qu'on a cette chenille de l'ozone qui est un petit peu compliquée et qui ne correspond pas totalement à l'image qu'on se fait du polluant anthropique classique. Donc, on a cet impact du climat sur l'ozone, dont Didier a déjà un petit peu parlé, qui a été étudié à l'échelle européenne, et c'est encore globale, et c'est encore la même histoire. On a aussi utilisé les modèles européens pour essayer de le raffiner. Donc, on a publié cette méta-analyse qui a été reprise récemment sur le portail de l'Agence européenne sur l'ensemble des effets du climat sur la santé. Et cette méta-analyse, en fait, elle repose sur 25 exercices de projection qui ont été faits. On parle réellement de dizaines et dizaines d'années de simulation numérique quantifiée, donc on essaye d'être le plus robuste possible. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs clairement qui allaient augmenter la pollution à l'ozone sur l'Europe. Donc là, en fait, c'est toutes les zones qui sont jaunes, rouges, où ça augmente bien. Et vous noterez, entre parenthèses, qu'il y a aussi des zones où c'est bleu. Donc, on a bien des zones où le climat va baisser la pollution à l'ozone. Et là, je fais le lien avec les images que vous aurez pu noter dans la présentation de Didier. Quand on regarde à plus grande échelle et quand on regarde l'ensemble des zones océaniques, en fait, on a plutôt un effet du climat qui va conduire à baisser l'ozone. Par contre, sur les zones anthropisées et continentales, on a très clairement un effet d'augmentation. Alors, quand on regarde un petit peu l'échelle, on se dit finalement, cet effet d'augmentation, il n'est pas si énorme que ça. On a quelque chose entre 2 et 6 microgrammes d'augmentation des pics d'ozone, à gauche au milieu du siècle et à droite pour la fin du siècle. On dépasse quand même les 6 microgrammes. Et on peut se dire que finalement, ce n'est pas si énorme que ça. Pour rappel, on a un pic d'ozone quand on arrive à 180 microgrammes. Donc, on va se dire, on est dans l'épaisseur du trait. Et non, pas tout à fait, parce que en fait, si on met ça en perspective par rapport aux tendances passées, si on regarde entre 2005 et 2021, les derniers chiffres de tendance qu'on a constatés, on s'est rendu compte que sur cette quinzaine d'années, on a une baisse des pics d'ozone qui est que de l'ordre de 10 microgrammes. Et pourtant, sur la même période, on a réduit de moitié les émissions de précurseurs d'ozone. Donc, les émissions d'oxyde d'azote et de composés organiques volatiles ont été réduites de moitié. C'est vraiment très ambitieux ce qui a été fait sur l'Europe, ce n'est pas suffisant. On constate que l'effet n'est que de 10 microgrammes et surtout, on prend conscience du fait que le climat à venir, de jusqu'à l'horizon de 2050, c'est demain, va nous apporter une pénalité qui est du même ordre de grandeur, qui n'est pas tout à fait égale, mais qui s'approche en termes d'ordre de grandeur. Et donc, il va falloir effectivement continuer à avoir des politiques ambitieuses pour améliorer la qualité de l'air si on veut éviter de subir cet effet négatif sur la pollution. Donc après, on a d'autres polluants. Je vais passer rapidement, c'est juste des illustrations. Enfin, polluants entre guillemets ici, parce que c'est les poussières désertiques. On peut dire que c'est naturel, les poussières désertiques. Mais en fait, quand c'est émis sur les grands déserts, donc ici on va sur le Sahara, ça peut être transporté vraiment très très loin. Ça peut arriver en Europe et c'est assez fréquent. Vous l'aurez noté certainement dans l'actualité. Et c'est aussi le cas sur d'autres déserts de la planète. Donc ça, c'est une source qui est naturelle, qui a toujours été là. Mais il y a une préoccupation spécifique dans le cadre du changement climatique, c'est que si les sols deviennent plus arides du fait de l'augmentation de la chaleur et des sécheresses, on pourrait avoir une source additionnelle de poussière, d'arrachement de poussière du sol qui pourrait contribuer à ces pics de pollution.
Et un autre exemple sur lequel je passe rapidement, qui est aussi sporadique, mais qui est dans l'actualité, c'est les feux de forêt. En fait, ici, je vous montre des images qu'on a surveillées toute la semaine pour voir quel était l'impact potentiel des feux de forêt qu'on avait sur le Canada. En haut à droite, on a un modèle global hein, qui nous montre bien l'évolution de ces feux sur les quelques jours qui ont précédé le début de la semaine. C'est le week-end dernier, avec l'animation finit lundi ou mardi. On voit bien qu'on a un panache qui a traversé l'Atlantique Nord et qui arrive, je suis pas sûr que l'animation marche bien, et qui arrive jusqu'à l'Europe. Et en fait, on a pu surveiller ça cette semaine. On a des données de télédétection à partir d'appareils qui sont basés au sol, où on peut surveiller, ici c'est une image qui est prise à Alençon, on regarde vers la verticale jusqu'à une dizaine de kilomètres d'altitude, et on a une journée de données qui défile ici, c'est le 28 juin, avant-hier, et on se rend compte qu'en bas, on a la zone, la couche limite, la zone anthropique, là où on vit, hein, qui monte jusqu'à 1 ou 2 kilomètres d'altitude, et en altitude, dans la troposphère libre, on voit ce panache de feu qui arrive et qui va se mélanger avec la couche limite. Et on a bien constaté sur un certain nombre de stations de surveillance de la qualité de l'air cette semaine, qui sont plutôt rurales, hein, notamment à la Coudonche, ici une station de référence qui est située dans l'Orne, en Normandie. On a eu une augmentation qui est très nette de plusieurs dizaines de microgrammes sur les PM. Donc là, c'est des éléments qui sont très sporadiques, que ce soit les poussières désertiques ou les feux de forêt, mais qui peuvent contribuer à détériorer la qualité de l'air. Après, si on regarde ça de manière plus statistique, à plus long terme, on va regarder ici des cartes sur l'Europe, des PM10, l'effet moyen du climat plutôt vers la fin du siècle, donc en pourcentage pour les différentes saisons. Et vous allez noter que c'est très différent en fonction des différentes saisons qu'on regarde. Donc le bleu, c'est quand il y a une amélioration, le rouge, c'est quand il y a une détérioration. En fait, en hiver, si on se focalise sur la France et l'Europe de l'Ouest, on va se rendre compte qu'on a plutôt une baisse des PM10. Et là, la raison principale, c'est qu'on a beaucoup de PM10 en hiver, généralement pendant les vagues de froid, où la pollution est accumulée près du sol, on a aussi plus d'émissions liées au chauffage résidentiel. Forcément, avec un climat qui se réchauffe, on s'attend quand même à avoir moins de vagues de froid. Et donc, on pourrait avoir ici, en quelque sorte, un bénéfice du changement climatique pour la pollution particulière au PM10. Si on regarde ce qui se passe au printemps, mars, avril, mai, en bas à gauche, ici, on a aussi un bénéfice sur l'Europe continentale. Et là, le facteur va être un petit peu différent. En fait, on pense qu'on va avoir une volatilisation des particules. En fait, les particules ne sont pas toujours 100% solides, elles peuvent être semi-volatiles. Et en fait, avec l'augmentation de la chaleur, on va pouvoir volatiliser une partie et donc avoir un bénéfice. Par contre, vous notez sur l'Afrique du Nord qu'on a bien une augmentation qui, elle, va être due à ce rôle des poussières désertiques. On a vraiment des signaux qui sont complètement différents. Et juste pour finir sur ce slide, on a la partie d'été, là, juin, juillet, août, où on a certaines parties d'Europe des baisses et d'autres parties des augmentations qui, elles, vont être dues aux aérosols organiques secondaires qui sont plutôt imputables aux émissions biotiques. Donc, on a vraiment des signaux qui vont un petit peu dans tous les sens et donc des incertitudes qui sont fortes. Hein, Didier l'a bien souligné tout à l'heure. Et c'est repris. Donc, encore une fois, hein, la référence qu'on a tous, c'est les rapports du GIEC. Le dernier, donc celui du Working Group One, et en particulier, je vous dirige vers le chapitre 12, où on a cette table-là qui résume un certain nombre d'impacts du changement climatique sur l'Europe. Donc, ça tous les impacts hein, sur les extrêmes, la température, l'agriculture, le risque de feu, etc., etc., etc. Et on arrive à la fin vers les autres qui nous intéressent aujourd'hui. Air pollution weather, donc c'est vraiment la qualité de l'air. Et vous allez noter que sur l'Europe, le GIEC nous dit finalement que tout ça est blanc, c'est-à-dire qu'on a peu de confiance sur la direction du changement, de la différence qu'on aura sous l'effet du changement climatique. Et donc ça, c'est bien lié au fait que je viens de vous expliquer, c'est qu'en fonction des polluants qu'on regarde, on va avoir des signaux qui sont un petit peu opposés. Donc sur l'ozone, sur l'Europe continentale, on a une augmentation, c'est sans ambiguïté. Sur les particules, on a des augmentations qui vont être sporadiques avec les poussières désertiques, les dust ou les feux. Mais en même temps, on va avoir moins de vagues de froid, une volatilisation au printemps, donc aussi potentiellement certains bénéfices pour la pollution particulière. Donc, tout ça reste quand même compliqué et mérite d'être regardé plus en détail à l'avenir. Je passe à la deuxième partie de ma présentation où je regarde plus spécifiquement les politiques climatiques et quels sont leurs effets sur la qualité de l'air. Tout ça a été déjà un petit peu présenté à travers le projet ACIA dont parlait Didier, mais je vais rentrer dans une étape en plus en regardant les co-bénéfices économiques. Et sinon, je pense que la chaîne de modélisation est déjà dans les esprits. On commence par des estimations des émissions de polluants
Avec nos modèles, on va calculer des concentrations ambiantes. On va pouvoir en déduire une exposition en croisant les populations, la cartographie de population avec la cartographie de concentration. On utilise les fameuses relations de concentration-réponse pour avoir un impact sanitaire. Et donc, je rajoute la dernière boîte ici où on utilise les valeurs monétaires. Donc, je vais vous présenter un projet en exemple qui date aussi d'il y a quelques années, mais qui est assez illustratif, où on regarde les projections d'émissions qui avaient été faites pour l'Agence internationale de l'énergie. On a deux scénarios là qui sont bien extrêmes. Un business as usual où on fait rien pour le climat. Donc, on a une augmentation de la consommation d'énergie primaire en Europe et on a aussi une part importante des sources d'énergie qui sont plutôt fossiles. Et à droite, on a un scénario qui est plus vertueux, qui vise 2 degrés à la fin du siècle, en 2100. Donc, on se rend compte qu'on aura une baisse nette, une sobriété, une baisse de la consommation d'énergie. Et surtout, un effort substantiel qui est fait pour réduire tout ce qui est charbon et pétrole. On a quand même pas mal de gaz qui restent, mais on a un développement qui est assez net aussi des énergies renouvelables. Donc, ces scénarios, en termes d'énergie, sont déclinés en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de polluants, etc. On les met dans nos modèles. Et là, on a la même chose que ce que montrait Didier tout à l'heure. Ici, j'insiste sur, je présente juste un slide sur l'ozone, mais globalement, ça va dans la même direction. On a notre scénario historique. Et après, on regarde ce qui se passe en 2050 sous un scénario de référence ou un scénario plutôt vertueux de mitigation. Si de référence, on n'a quasiment rien changé. Et dans le scénario vertueux, on arrive à baisser la pollution à l'ozone. Donc, on utilise ces cartographies. Donc, on a une cartographie de pollution, on a la cartographie de population. Ça nous donne notre exposition, le risque relatif, la mortalité de référence. Ça nous donne un taux de mortalité, ce qui peut nous permettre de calculer des années de vie perdues. Donc ça, encore une fois, Didier l'a présenté, c'est fait sur la base des relations risques qu'on trouve dans la littérature. Nous, typiquement, à Mineris, on utilise un modèle qui s'appelle Alpha Risk Pool, qui est aussi utilisé largement, donc, enfin, le soutien aux activités qu'on a pour le ministère, mais aussi pour la Commission européenne, l'Agence européenne de l'environnement, où on utilise des risques relatifs qui sont issus de la littérature et des méta-analyses de l'OMS. On a un certain nombre d'impacts sanitaires qui sont inclus dans ce modèle. Le principal, c'est celui que j'ai souligné ici en rouge, c'est celui qui nous donne l'effet sur la mortalité totale des particules fines PM2.5. Et là, ici, le risque relatif dit bien que si on augmente de 10 microgrammes les particules PM2.5, on augmente de 6%, 6,2%, le risque de mortalité anticipée. Donc ça, c'est ce qui va nous donner une grosse partie des effets sanitaires qui vont nous préoccuper. Mais on a aussi d'autres effets qui sont plutôt liés à la morbidité, sur le nombre d'effets sanitaires chroniques comme les bronchites chroniques ou autres, mais aussi sur les admissions à l'hôpital et aussi sur le nombre de jours d'activité restreinte ou les arrêts de travail. Donc, on a vraiment un panel qu'on essaye d'être le plus large possible en termes d'effets quantifiables de la pollution de l'air sur la santé. Et pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à inclure ces effets-là? C'est qu'on peut les monétiser. Et donc, ici, c'est la table des différents impacts économiques qu'on peut inclure dans le modèle. Qui vont être globalement de grandes sortes, des effets qui sont tangibles et des effets qui sont intangibles. Les effets qui sont intangibles, c'est typiquement la valeur statistique de la vie humaine, donc qui est de l'ordre de 4 millions d'euros dans cette étude-là, et pour lesquels on va reposer sur des chiffres de la littérature qui sont tirés d'analyses de consentement à payer des populations. Donc c'est d'une nature complètement différente par rapport à quand on regarde des chiffres qui sont plutôt des impacts tangibles, qui sont le coût d'une journée d'hôpital ou le coût d'un arrêt de travail, qui sont là des coûts directs constatés sur l'économie. On utilise l'ensemble de ces chiffres-là dans l'évaluation qu'on fait de cette étude-là, et l'analyse coût-bénéfice à laquelle on arrive, c'est présenté sur ce slide-là, toujours dans le même contexte de cette étude avec les chiffres les projections de l'Agence internationale de l'énergie. Dans ces premières paires d'histogrammes, on va constater le coût différentiel de notre scénario sans politique climatique et avec une politique climatique ambitieuse. Donc forcément, on atténue le changement climatique à 2 degrés. On a un coût additionnel dans la maintenance et le développement du système de production énergétique européen. Ce coût additionnel est important, de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Mais il peut être compensé. Alors, il va être compensé déjà par des économies qu'on va faire sur les stratégies de dépollution. Les mécanismes de dépollution ont un coût. L'exemple typique, c'est quand on a un véhicule électrique,
il va être vertueux parce qu'il ne va pas émettre de polluants, mais en plus, il va nous faire économiser l'ensemble des mécanismes de dépollution. On n'a pas besoin de mettre un filtre à particules dessus. Donc voilà, je prends un exemple un peu caricatural sur un véhicule, mais c'est vrai à tous les niveaux de la production d'énergie. Et du coup, quand on a un système qui est plus vertueux pour le climat, on a des gains directs sur les mécanismes de dépollution. Et après, on a les gains indirects dont je viens de vous parler sur les coûts de dommages sanitaires évités. Et finalement, les deux, le premier va se chiffrer à 42 milliards, le deuxième à 62. Et vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est qu'on peut calculer un coût net où on se rend compte que finalement, nos deux scénarios, celui qui n'a pas de politique climatique ou celui qui a de l'atténuation, vont finalement revenir à peu près au même. Alors, encore une fois, on ne parle pas tout à fait des mêmes coûts, hein. Il y a des coûts tangibles, intangibles, etc. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on peut avoir une forme de compensation entre les différents investissements qu'on peut faire. Je vais passer rapidement sur ce slide-là. C'est juste pour vous dire que, certes, l'étude dont je viens de vous parler a été publiée en 2015, mais il y a eu d'autres travaux qui ont été faits depuis et qui comparent aussi à ce qui se passe à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Les conclusions sont vraiment les mêmes. Donc, je vais pas m'appesantir sur ce slide et juste le laisser ici pour référence, si vous êtes intéressé pour regarder ça et vous rendre compte qu'il y a quand même une littérature qui est assez vaste sur ce domaine-là. Après, là où je voudrais juste passer un peu de temps, c'est sur les scénarios IPCC et rentrer un peu plus dans le détail de ces différentes projections qu'on a à notre disposition. Parce que certes, on pense qu'on peut améliorer les choses de manière conjointe quand on compare l'actuel et le futur, mais il y a quand même pas mal de manières différentes d'y arriver. Donc, dans le GIEC, on a des scénarios de projection et d'évolution qui sont appelés les Shared Socio-Economic Pathways, qui recoupent l'ensemble des activités du GIEC, qui peut être partie des projections climatiques, mais aussi les impacts socio-économiques. Et donc, ces scénarios-là, typiquement, sont construits sur différents narratifs d'évolution du monde, qui sont assez détaillés dans le rapport du GIEC. Et donc, vous voyez qu'il y en a 5 principaux, 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, c'est la durabilité. Et après, on en a deux là, sur lesquels je vais insister, qui sont le 3 et le 4, où on peut avoir différentes formes, soit de coopération régionale ou de financement des projections par justement un recours très intense aux énergies fossiles. Je vais essayer de vous clarifier ça. Ici, à gauche, on a le triangle de production primaire d'énergie, où on va retrouver, en haut, oil and gas, le charbon, et en bas à droite, soit ce qui est renouvelable ou nucléaire, donc plutôt vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les petits points bleus, c'est l'historique. On a commencé de là au milieu du siècle dernier, enfin du siècle d'avant, et on arrive ici en 2010 à ce point-ci. Et à partir de ce point-ci, les scénarios du GIEC nous disent qu'on a différents futurs qui s'offrent à nous pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer d'ici 2100. Donc, il y a un futur qui est le SSP5, là, où on ne fait rien pour le climat, globalement, et on dit qu'on va financer le développement à venir à l'échelle globale par un recours, en continuant à recourir beaucoup aux énergies fossiles. Donc ici, on a beaucoup d'énergie qui sont disponibles, une grande production d'énergie qui est disponible à la fin du siècle. Et si on regarde ce qui se passe pour le CO2, forcément, on a des émissions de CO2 qui sont très intenses. Donc ça, c'est le scénario 5. Évidemment, on a l'autre scénario extrême, qui est le 1, le scénario durable, où ici, sur le triangle, on va se diriger vers les énergies renouvelables tranquillement. On va aussi avoir de la sobriété avec une baisse de la consommation totale d'énergie. Et forcément, on va avoir un bénéfice pour le CO2 et forcément, on va aussi avoir un bénéfice pour les polluants. Et par contre, je voudrais insister sur le rouge ici. Parce qu'en fait, le rouge, vous vous rendrez compte que c'est celui qui est la rivalité régionale, où en fait, on va avoir certaines régions, nommément les plus riches, qui vont faire des efforts et d'autres régions qui ne vont pas en bénéficier. Et donc ici, on va se rendre compte que sur la consommation totale d'énergie, on est finalement relativement modéré par rapport aux 5 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur les émissions de CO2, on fait quelque chose. Effectivement, il y a un bénéfice, pas assez certainement, mais il y a un bénéfice. Et par contre, sur les émissions totales de polluants, là, on ne fait rien du tout. Parce que c'est là qu'on laisse complètement de côté une partie du monde où les émissions de polluants continuent. Et donc, c'est très différent de ce qu'on peut avoir dans le scénario 5. Le scénario 5 est très porté par les énergies fossiles, mais en même temps, c'est un scénario qui suppose que grâce à ce développement-là, on finance aussi des stratégies de dépollution qui peuvent bénéficier à tout le monde. Donc voilà, la complexité de ces projections, c'est pas forcément toujours de comparer
le scénario le plus vertueux avec le plus dramatique, mais aussi se rendre compte qu'entre les différents scénarios, on a des compensations possibles. Et je pense que ça, c'est assez bien illustré aussi dans les projections que l'ADEME a publiées récemment, où en fait, il compare l'actuel, donc ici 2015 à droite, et 4 scénarios, S1, 2, 3, 4, qui sont très différents, mais qui visent tous à avoir approximativement des émissions net zéro, enfin donc la neutralité carbone en 2050. Mais la manière d'y arriver est très différente. Donc là, on ne parle plus du globe, hein, c'est vraiment uniquement à l'échelle française. Donc on peut avoir soit un scénario purement de sobriété, un développement des coopérations entre différents territoires, un investissement sur les technologies vertes, ou un investissement pas d'investissement où on pense que la technologie va résoudre notre problème. Et ça, c'est traduit quand on regarde le bilan total des émissions de CO2 de ces différents scénarios. Donc ici, on part de là, on est à 400 mégatonnes équivalent CO2 aujourd'hui, enfin en 2015. Les 4 scénarios sont à peu près, donc les chiffres, c'est des émissions nettes, on va dire proches de zéro, tous plus ou moins. Par contre, il y a des très fortes compensations. Donc le orange, c'est les émissions de CO2. Et après, il y a des compensations, soit en vert, les puits biologiques, on va penser que la végétation va absorber une partie de nos émissions, soit en gris, avec des puits technologiques. Et donc, c'est pour ça que le pari réparateur, là, le scénario numéro 4, va espérer qu'on développe des technologies de stockage et de capture de carbone très importantes, qui vont permettre de compenser le fait qu'on va continuer les émissions de CO2. Et donc, forcément, voilà, un objectif donné, neutralité carbone au milieu du siècle, très bien. Il y a quand même des manières d'y arriver qui sont vraiment très diverses et qui vont nous donner quand même très probablement des résultats en termes de qualité de l'air qui vont être différents. Donc, juste avant de conclure, je voudrais juste faire un moment de publicité pour cet outil qui est publié par l'OMS. Aussi bien Didier que moi-même, on vous a quand même présenté pas mal d'outils qui sont un peu compliqués, qui ne peuvent pas être déployés comme ça directement, mais l'OMS fait cet effort de diffuser des outils beaucoup plus simples et qui permettent de tester un petit peu les choses. Il y a l'outil RQ+, que certains d'entre vous connaissent certainement pour les impacts sanitaires en général, mais il y a aussi cet outil Carbon Edge et ClimateQ Edge qui sont directement accessibles sur Internet, en tout cas pour Carbon Edge, et c'est globalement une feuille Excel où vous pouvez jouer vous-même avec vos scénarios, faire vos proches sur des techniques qui sont assez simplifiées, où vous rentrez dans une colonne de la feuille Excel ce que vous pensez pouvoir atteindre en termes de réduction des polluants avec telle ou telle politique climatique ou autre. Et automatiquement, ça va vous chiffrer quel est le bénéfice sanitaire sur les pays voisins, et puis vous-même, auquel vous pouvez vous attendre, et donc d'avoir le même genre de monétisation que ce dont je viens de vous parler. Donc, ça permet un peu de rendre les choses un petit peu plus concrètes et d'expérimenter ces types d'approches avec des outils simplifiés. Donc, juste pour conclure avec cette belle image de notre planète bleue de pollution de particules fines avec les nuages qui sont là, on a un effet de changement climatique et de la qualité de l'air qui sont quand même très très liés. On parle de différentes espèces traces atmosphériques. D'un côté, les gaz à effet de serre, de l'autre côté, les polluants. Par contre, les enjeux sont communs. On sait à ce stade que le climat va avoir un effet notable sur la qualité de l'air. Cet effet il est significatif, il est bien documenté pour l'ozone, en particulier pour les surfaces continentales européennes. Par contre, sur les particules, voilà, on a des antagonismes. En fonction des types d'aérosols concernés, on peut avoir des signaux qui sont différents. Il y a bien sûr cette question des synergies entre les politiques climatiques et les politiques liées à la qualité de l'air, du fait des coémissions entre les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Une baisse des émissions de polluants atmosphériques sera induite par des politiques climatiques vertueuses, mais en même temps, le diable est dans les détails et tout ça mérite d'être regardé directement. Mais il y a quand même un message qui est important et qu'on essaye de pousser en avant, c'est que le bénéfice qu'on pourrait avoir sur la qualité de l'air des politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre va être à relativement court terme. En fait, si on passe vers une économie bas carbone rapidement, les effets sur la santé vont se faire assez rapidement. Alors que les effets sur le climat, malheureusement, vont être beaucoup plus longs à avoir. Mais je pense que cette échelle temporelle est importante à souligner parce que ça peut aussi être un moteur pour aider à s'engager dans ce type d'action. Donc voilà, je vous ai laissé dans mes transparents des références vers différentes études qui ont pu être faites à l'échelle globale, européenne, française, sur ce co-bénéfice. Je veux aussi souligner qu'il y a aussi des projets qui sont en cours ou à venir
à l'échelle française, notamment pour chiffrer les bénéfices de nos politiques telles que la stratégie bas carbone, ou donc un projet que j'espère commencer prochainement sur l'effet des scénarios de transition 2050 de l'ADEME sur la qualité. Comment vous positionnez en tant que scientifique, mais aussi institution linéariste par rapport justement à la décision politique, compte tenu de cette complexité? Quel message finalement vous essayez de faire passer pour, sachant qu'il y a, comme vous l'avez présenté, il y a quand même une complexité des différents scénarios avec des facteurs accélérateurs, des facteurs modérateurs qui s'entrecroisent? Nous, donc oui, à l'INERIS, on intervient en soutien au ministère de la Transition écologique en tant qu'évaluateur du risque. Le gestionnaire du risque, c'est eux, c'est le ministère, c'est les autorités qui prennent les choix entre les différents scénarios. Et donc, par contre, nous, on a cette responsabilité de chiffrer les différents scénarios pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas. Quand on fait ce travail, finalement, un certain nombre des travaux que j'ai montrés là, on peut explorer des scénarios très larges. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, par exemple, les scénarios du GIEC, là, on a vraiment des enveloppes, ça va de tout l'un à tout l'autre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on parle de projection, c'est les scénarios plausibles, c'est tout ce qui pourrait se passer. Quand on fait de la décision, on ne regarde pas forcément tout ça, on va regarder plutôt les scénarios vers lesquels on s'engage et qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc en gros, voilà, il y a ce qui est possible, il y a ce qu'on va faire, ce qu'on devra faire, ce qu'on pourra faire, enfin tout ça, c'est pas la même chose. Et donc c'est là qu'on a cette responsabilité pour essayer de clarifier les différentes options. Et typiquement, on utilise et on essaye de rendre le plus robuste possible les différents modèles qui sont ici. On essaye aussi d'éviter des écueils dont j'ai pas du tout parlé ici. J'essaye d'être assez positif dans ces types de présentations et aussi de pas trop parler des trade-offs parce que c'est pas forcément simple, mais c'est l'occasion ici de le clarifier juste maintenant. C'est qu'on pense globalement que la plupart des stratégies bas carbone sont bonnes pour la qualité de l'air, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions, et notamment le diesel et la biomasse. Donc, le diesel, c'est un exemple qui, je pense, aujourd'hui appartient au passé, globalement, mais c'est un exemple quand même de politique publique qui a été pris pour favoriser le climat et pas la qualité de l'air. Donc après, il y a eu des effets de rattrapage, hein, et les industriels ont arrivé à produire des diesels quasiment propres en termes d'émissions de particules fines. Mais au départ, c'était quand même quelque chose qui était clairement opposé et qui allait dans le mauvais sens. Donc, c'est pas la peine de s'apesantir sur le diesel. Maintenant, globalement, on en sort. C'est un peu la fin de l'histoire. Par contre, la biomasse, il faut quand même continuer à être vigilant. La biomasse, voilà, ça fait beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça fait quand même beaucoup plus de particules si c'est pas bien fait. Et il y a des manières de bien le faire. Il y a des types de chauffage qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Il n'y a pas que le type de chauffage, il y a aussi l'utilisation, il y a aussi l'utilisateur qui doit faire attention à la manière dont il utilise son chauffage au bois. C'est vraiment très important de souligner que ces facteurs-là doivent être pris en compte, sinon on pourrait avoir un effet néfaste du chauffage au bois pour la qualité de l'air. Et il y a des régions de France où c'est très clairement déjà le cas. Donc voilà, juste pour, je ne sais pas si ça répond à la question, quand on Oui, tout à a fait, des merci. commandes politiques sur ces scénarios-là, voilà, déjà guider les politiques sur les scénarios choisis, les outils, les incertitudes, et pas seulement fournir une image simple et claire en 20 minutes, mais aussi rentrer dans les complexités pour dire, attention, s'il y a potentiellement des effets qui peuvent être néfastes, autant les identifier au plus tôt. À nouveau, là, effectivement, la complexité des modèles est impressionnante. Donc là, par exemple, ce modèle qui compare le scénario business as usual et mitigation. Donc, si je comprends bien, c'est un modèle spatial à nouveau, hein, qui utilise ces mêmes mailles de 200 à 300 kilomètres là, que celle que Didier utilisait. On est dans un modèle spatialisé, hein, c'est bien ça? Oui, alors on est dans un Voilà. modèle spécialisé, mais à plus fine résolution quand même. Là, on est autour de 50 km sur l'Europe. D'accord, ok, voilà. Et alors, parce que justement, bon, évidemment, tu ne peux pas du tout rentrer dans les détails, mais la façon de traduire comme ça la différence dans les deux scénarios en termes d'émissions à une maille de 50 km, c'est extrêmement compliqué ou parce qu'il y a, je veux dire, voilà, différents secteurs impliqués. Je me rends pas compte comment on traduit ça
Alors, c'est très compliqué. C'est typiquement des calculs qui sont faits sur des calculateurs haute performance. On utilise ceux du CEA, c'est des centaines de processeurs, c'est des dizaines de milliers de codes. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui prennent très, très longtemps à faire. Les modèles en fait, de chimie, de qualité de l'air qu'on utilise sont très proches de modèles de météorologie ou de climat. Dans le design, c'est vraiment assez analogue, sauf que météorologie, on transporte des nuages et nous, on transporte des nuages de pollution avec la chimie qui va avec. Et donc, on prend en compte le fait que les émissions sont spatialisées, que telle industrie est située ici, que là, il y a une route, etc. Et on calcule explicitement chaque point de maille et heure par heure les concentrations qui en résultent. Donc, quand on fait de l'heure par heure à l'horizon 2050, bah forcément, ça fait des calculs qui sont assez lourds. Donc, c'est pour ça que c'est au niveau des émissions que je suis très interrogatif, c'est-à-dire tu parlais des industries, il y a les industries, le transport, il y a tout un tas comme ça de sources d'émissions qui peuvent être prises en compte à une échelle spatialisée. Ah oui, tout à fait. Oui, bah, il y a les inventaires d'émissions qui sont disponibles sur la France à l'échelle kilométrique. On utilise ça pour distribuer où est-ce qu'on met nos émissions, à la fois pour le passé, et on a des projections qui sont un peu plus lâches en résolution spatiale pour les projections futures. Donc, ouais, les émissions sont cartographiées. Bien que le plus compliqué, c'est pas toujours les émissions anthropiques, c'est aussi les émissions biogéniques. Et donc, par exemple, les émissions de feu, les émissions de poussière désertique, c'est quand même assez compliqué aussi de bien les estimer. Mais c'est pour ça que, au-delà de la complexité, j'insiste sur le fait qu'il y a des modèles simplifiés. Donc, le lien là, que j'ai donné sur le modèle de l'OMS, même les modèles de réponse des politiques climatiques, des politiques qualité de l'air, il y en a d'autres qui sont de complexité intermédiaire. Donc, ça fait, par exemple, le projet là, dont je parlais, là, que certains qui sont connectés ici connaissent bien, va viser à explorer les scénarios de l'ADEME, à la fois avec des outils simples et des outils compliqués, pour essayer d'être plus flexible et de faire des projections qui sont de plus en plus robustes. Il faut utiliser une batterie d'outils et pas forcément rentrer directement dans la complexité. Je vais vous présenter le projet PACMAX. PACMAX pour pollution atmosphérique et changement climatique, scénario mobilité, aménagement urbain et chauffage pour la santé. Donc, c'est un projet qui va faire, je pense, bien écho aux deux présentations de Didier et Augustin que vous avez eues juste avant. À une chose près, c'est avant de parler de PACMAX, j'aimerais faire c'est un projet qui est en développement, qui a commencé en janvier 2021. J'aimerais revenir un petit peu en amont, en 2018, pour le projet Mobilair, sur lequel on a construit le projet PACMAX. Je pense que c'est essentiel que je vous présente ce qui a été fait en amont pour que vous compreniez bien la genèse du projet PACMAX. Alors, le projet Mobilair, c'est un projet de développement d'une approche d'identification et d'évaluation de politiques publiques visant à réduire l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Et donc, c'est un projet qui a duré à peu près 4 ans, entre 2018 et 2022, pour un financement d'à peu près 4 millions d'euros et qui était coordonné par Rémi Slama, épidémiologiste, et Sandrine Maty, économiste, s'il y a encore besoin de les présenter. Et ça a été mon projet de postdoc en épidémio là-bas avec Rémi. Donc, la première étape, si vous voulez établir une politique publique visant à réduire un impact sanitaire, eh bien, évidemment, il vous faut un référentiel. Et donc, il va falloir commencer par évaluer cet impact sanitaire. Donc, on est à l'échelle de la métropole de Grenoble. Donc, la métropole de Grenoble, pour info, si vous ne connaissez pas cette magnifique ville, c'est à peu près 49 municipalités dans cette métropole, à peu près 550 km² pour à peu près 450 000 habitants, ce qui en fait la 11e métropole française. C'est une métropole qui est comprise entre le massif de la Chartreuse au nord, le Vercors à l'ouest et le massif de Beldon et tous les Alpes à l'est. C'est bien sûr très important de rappeler que Grenoble est entre 3 massifs montagneux parce que ça va être à peu près la cause du problème, entre autres, du manque de dispersion des polluants chimiques au fond de la cuvette où se trouve justement, Grenoble est la zone la plus urbanisée de la métropole. Vous voyez ici, en niveau de gris, les niveaux justement d'altitude de la métropole, et j'ai superposé, en utilisant les données Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes, les niveaux de particules fines en moyenne annuelle, avec des niveaux qui vont à peu près entre 5-6 en moyenne annuelle en vert à autour de 20 en rouge, et ne sont affichés que les endroits où il y a des gens qui vivent, c'est-à-dire des habitations, l'implantation du bâti, autrement dit. À partir de là, j'ai pu établir la distribution des niveaux de particules en moyenne annuelle. Et ces niveaux d'exposition vont être utilisés après pour mesurer l'impact sanitaire. Alors, je parle bien de niveau d'exposition et pas de niveau de concentration, parce que comme l'ont rappelé tout à l'heure Didier et Augustin, ce qui cause des problèmes pour la santé, c'est l'exposition. Donc, si vous avez une carte de localisation de votre population, donc des bassins de vie et des concentrations de polluants, si vous voulez voir l'exposition, il faut faire la combinaison des deux. Si vous voulez imaginer que vous superposiez deux calques, et si vous avez, imaginons, des niveaux très élevés de concentration ici, donc là, ce qu'on voit, c'est un méandre de la rivière, l'Isère. Et bien pourtant, même si les concentrations sont élevées, vous aurez ici un impact qui sera faible, même nul, en termes d'impact sanitaire, puisque personne ne vit dans l'eau. Voilà. C'est comme ça qu'on raisonne en termes d'évaluation quantitative d'impact sanitaire, autrement dit les équisses. Et donc, en menant cette équisse, j'ai estimé que 145 décès attribuables, 145 décès pouvaient être attribuables chaque année à l'exposition aux particules fines d'origine anthropique, soit à peu près 5,6% de la mortalité annuelle à Grenoble. On est allé un petit peu plus loin pour cette étude, puisqu'on a considéré le facteur socio-économique de la population pour essayer de documenter la justice environnementale à Grenoble. Et donc, quand je dis justice environnementale, je devrais plutôt parler d'injustice environnementale, puisque quand on regarde le niveau de défaveur sociale, donc vous avez, en fonction des quartiers, donc vous avez ici les niveaux les quartiers les plus aisés et ici les quartiers les plus défavorisés, eh bien vous voyez que quand on augmente en défaveur sociale, eh bien on augmente aussi en moyenne annuelle d'exposition aux particules fines. Donc vous avez un gradient linéaire de défaveur sociale en termes d'exposition à la pollution atmosphérique. Donc, c'est un petit peu double peine. Vous avez dans des quartiers qui sont défavorisés socialement et environnementalement parlant. Donc, ceci étant fait, eh bien, on arrive vraiment au cœur du projet Mobilair, qui est d'identifier et d'évaluer des politiques publiques pour réduire ce problème. Alors pour ça, on a développé une méthode qu'on a appelée forward-backward. Donc, on part en haut à gauche d'un objectif sanitaire qui va être construit sur ce 145 décès attribuables par an et qu'on va comme ça remonter jusqu'à des politiques publiques qu'on va ensuite mouliner de façon tout à fait classique, comme vous avez vu juste avant dans les présentations de Didier et Augustin, dans des analyses coût-bénéfice complètes. Donc, on va remonter étape par étape cette étape backward. Juste une petite précision, on avait organisé au début du projet, de façon intermédiaire et tout à la fin du projet Mobilair, 3 codecs, des comités décideurs qui impliquaient donc tout le consortium scientifique, plus la métropole de Grenoble, le syndicat mixte des transports en commun local, Atmo-Aura, l'ADEME, l'ADREAL, parce que le but était d'impliquer les décideurs locaux. Donc, pour la première étape, on est parti de nos 145 décès prématurés par an et les décideurs locaux ont validé 3 objectifs de réduction de cette mortalité, d'un tiers à l'horizon 2021. Je vous rappelle qu'on était en 2018-2019 à l'époque, de la moitié en 2025 et le plus ambitieux, c'est de 2 tiers en moins de la mortalité attribuée aux particules fines, soit à peu près 95 décès par an pour l'horizon 2030. Comment on traduit cet objectif sanitaire en réduction des expositions et donc des émissions en particules fines? Eh bien, vous pouvez, on
va dire, agir sur toutes les sources d'émissions. Mais si vous voulez être efficace, il faut frapper là où ça fait mal. Et donc, on a identifié les 2 secteurs d'émissions qui contribuaient le plus au nuage de pollution de particules fines à Grenoble à partir des données Atmo. Et ce sont en l'occurrence le chauffage au bois à peu près à raison de entre la moitié et les 2/3, et les transports en commun, où on est à peu près autour de 20%. Et vous avez ici l'exposition moyenne aux particules fines en 2016, qui était notre année de référence, qui était de 13,9 microgrammes par mètre cube. Et donc, vous avez, sur cette matrice qu'on a développée avec Atmo, pour chaque réduction de 5%, les axes vont de 5% à 5%, de 5% des émissions sur le secteur, quel serait le niveau d'exposition aux particules fines auquel vous pourriez vous attendre. Voilà. Et donc, c'est quand même très intéressant, comme ça, de travailler in silico et pas appliquer une mesure et puis voir, une fois qu'elle est appliquée, quel a été vraiment le bénéfice. C'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça pour choisir les meilleures mesures. Donc, comme on avait des objectifs de réduction de l'impact sanitaire, eh bien, on est reparti de ces 3 objectifs. Et par exemple, si on prend le 3e, ou le premier, allez, prenons le premier. Le premier, 1/3 de la mortalité attribuable, eh bien, je vous ai dessiné en ligne sur la matrice en blanc des isolignes qui sont toutes les combinaisons possibles qui permettent d'atteindre cet objectif sanitaire en termes de réduction de l'exposition. Et pour ce projet, on a étudié 3 combinaisons de 3 fois 2 scénarios sur chaque secteur qui permettaient d'atteindre ces 3 objectifs sanitaires, et on a pris des scénarios qui étaient assez, vous voyez, qui permettaient de mitiger les 2 actions. Mais si vous vouliez réduire d'1/3 la mortalité attribuable aux particules fines en agissant uniquement sur le chauffage au bois, eh ben, c'est possible si on réduisait les émissions sur ce secteur de 65%. Voilà. Sans agir sur le trafic. Et à partir de là, quand vous avez identifié les niveaux d'exposition, enfin vos deltas d'exposition en moins que vous voulez viser, eh bien, vous pouvez reporter sur les axes les deltas d'émissions, cette fois-ci, qu'il faut atteindre, et donc construire des politiques publiques permettant d'atteindre ces objectifs de réduction d'émissions. Et donc, je vais vous présenter maintenant, à titre d'exemple, la combinaison qui a permis d'arriver au schéma le plus ambitieux. Ce sont des politiques publiques en accord avec les décideurs locaux qui visaient les remplacements des chauffages au bois non performants, la mise au ban des véhicules les plus polluants, notamment par la mise en place d'une zone à faible émission, une ZFE, et la promotion comment on dit en français, mobilité douce. Des mobilités douces, merci. C'est à force de faire des présentations en anglais, on en oublie notre langage français. Merci. Donc, pour le niveau 3, le but était, en termes de politique publique, de remplacer tous les chauffages au bois non performants par des poêles à pelés sur l'échelle de la métropole grenobloise. Et en termes de trafic, alors on avait une ZFE qui était en implémentation à Grenoble depuis, je dirais 2010, je suis plutôt sûr de l'année, je dirais 2018-2019, mais qui ne s'applique qu'aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers. Donc on avait pour ce schéma-là établi qu'il fallait étendre cette ZFE à tous les véhicules, y compris les véhicules passagers, en combinant une réduction de la part modale des véhicules thermiques de 36% et donc avoir une augmentation d'autant des mobilités douces. Et ces mobilités douces, eh bien, on a mis au point plusieurs sous-scénarios de report modal qui font la part belle, vous verrez, alternativement sur les transports en commun, sur la marche, sur le vélo classique ou assistance électrique, le car sharing, le covoiturage.
Donc, pour pouvoir faire ces scénarios de report modal, toujours étant dans le but de rester dans le concret, on est parti de la situation grenobloise en termes de déplacement et on s'est référé à l'enquête ménage-déplacement de 2010. Donc, vous avez ici les stats qui ont été évalués au niveau de la métropole et donc on a décliné 3 scénarios permettant de réduire de 36% justement la part des véhicules thermiques. Donc, on avait ici les voitures et les 2 roues. Donc, c'est l'orange foncé et l'orange clair qui correspondent respectivement au trajet en tant que conducteur ou passager. Donc, vous avez la méthode qui veut dire, on va dire, la plus facile, c'est de reporter les gens vers les transports en commun, mais ça demande des coûts d'infrastructure énormes. Donc là, les décideurs locaux n'étaient pas très, très chauds. On avait donc une deuxième alternative qui mettait l'accent sur les modes actifs. Donc, vous avez le vélo et la marche à pied. Donc là, on est à peu près à doubler la part modale cumulée de ces 2 modes. Et un troisième, c'est en injectant aussi le vélo électrique. Et là, on arrive à 18%, puisque là, on lève une contrainte énorme à Grenoble, c'est le relief. Et donc, on avait permis le report modal dans notre modèle de déplacement uniquement sur les zones plates. Et donc là, avec le vélo électrique, on pouvait aussi se permettre de reporter des trajets faits en véhicule thermique sur le vélo électrique dans une certaine limite de kilomètres, indépendamment cette fois-ci du relief. Et donc tout ça, on les a pu les mouliner dans notre analyse coût-bénéfice. Donc je vais passer vite sur la méthodologie puisque là, Augustin vous a déjà bien présenté ce que c'était qu'une étude coût sanitaire. Donc là, j'ai masqué mes diapos. Mais si on repart de l'EMD 2010, donc c'est-à-dire enquête ménage déplacement, avec les 3 scénarios qui ont été développés, que je viens de vous présenter à l'instant par l'INRAE, eh bien, on voit en termes d'évaluation quantitative des impacts sanitaires qu'on atteint bien en termes de décès les 93 décès qu'on aimerait éviter chaque année. Donc là, on les atteint avec ces scénarios. On a ajouté aussi un petit peu de morbidité, puisque ça, donc, ce sont des co-bénéfices qui n'étaient pas dans l'objectif initial au départ, mais on sait que la pollution atmosphérique est causale de ces effets sanitaires. Donc, on a considéré le cancer du poumon, les AVC et les cardiopathies ischémiques. Donc, ce sont tous des cas d'incidents de maladie par an qui pourront être évités. Et si on considère le gain sanitaire en lien avec l'augmentation induite de l'activité physique due à l'augmentation de la part modale des transports actifs, eh bien, vous voyez ici, on assurait les co-bénéfices, cette fois-ci, donc encore des décès évités qui viennent s'ajouter aux bénéfices dus à la réduction de la pollution atmosphérique. Donc, si on doit aussi retenir un message de cette étude, c'est que réduire la part modale des véhicules en mettant en place une ZFE, c'est très bien pour la santé, mais si on ne combine pas ces implémentations de ZFE avec une promotion des modes actifs, eh bien, on voyait qu'en fait, on passe à côté de tous les co-bénéfices ici qu'on voit en assuré. Donc, en termes de santé publique, c'est vraiment essentiel de promouvoir les modes actifs. Donc, ces projets mobilaires, en termes de santé, ont donné lieu à 2 publications, à de nombreuses interviews et conférences grand public. Donc voilà, donc on est arrivé au bout de Mobilair, on est en début 2021-2022. Et arrive l'idée de développer le projet PacMax. Donc ça, c'est un projet que j'ai développé avec Rémi. Donc je vous le présente aujourd'hui, il n'était pas disponible pour aujourd'hui. Donc le projet PacMax, c'est on reprend les objectifs de Mobilair, mais cette fois-ci, on évalue non pas tout de suite, mais à l'horizon 2050, quels seraient les bénéfices de scénarios
toujours ciblant la mobilité, le chauffage, mais aussi l'aménagement urbain, sur la qualité de l'air et aussi les gaz à effet de serre, la température locale et la santé, toujours à l'échelle de la métropole grenobloise, et de même d'estimer les coûts-bénéfices associés à chaque scénario. Donc vous voyez, ici, on transpose les objectifs de Mobilair à 2050, on ajoute l'aménagement urbain et le contexte du changement climatique. Donc, c'est un projet multidisciplinaire qui associe de grandes équipes affiliées à l'INSERM, au CNRS et à l'Université Grenoble-Alpes, mais aussi Atmo et l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Donc, l'Y grenoblois, donc j'ai déjà présenté, vous voyez le fond de cuvette bien plat pris au milieu des montagnes. En termes de structure du projet PACMAX. Donc, on a nos politiques publiques qui vont être sur ces 3 secteurs, qui vont permettre d'avoir des actions sur les émissions de particules fines et de gaz à effet de serre. Au niveau environnemental, on va avoir des variations, on attend à des variations en termes d'exposition à la pollution, à la température, en tenant compte de la dynamique de l'atmosphère, des paramètres météo, et tout ça forcé par les modèles climatiques continentaux. Et ces variations d'exposition pourront amener à des gains en termes sanitaires, des adaptations comportementales et des coûts évités. À chaque étape, on a vu, je vous ai montré qu'il y avait une corrélation, enfin, c'est pas vraiment le terme corrélation, mais un croisement, une sorte de gradient, un gradient entre inégalité d'exposition et inégalité sociale. Donc, autant que possible, on essaiera d'injecter cette dimension en termes d'action, d'exposition et d'impact dans notre projet. En termes maintenant de work package, donc on a un premier package qui consiste à faire une descente d'échelle. Donc là, on parle une approche par modèle imbriqué, comme vous a présenté tout à l'heure Didier. Donc on a des modèles climatiques globaux à l'échelle de 100 km qui vont venir forcer les limites du modèle MAR, qui est un modèle climatique régional adapté aux zones géographiques de grand relief. On est à 7 km, et ce modèle MAR viendra forcer à son tour le modèle météorologique WRF, qui lui tourne à 1 km. On pourra combiner cette chaîne de modélisation avec nos scénarios locaux d'intervention pour pouvoir estimer des niveaux de pollution atmosphérique avec ou sans application des scénarios à l'horizon 2050. On pourra faire de même pour avoir les niveaux de température en 2050 avec ou non application des scénarios locaux d'intervention. Et ces estimations pourront ensuite être traitées pour nos évaluations quantitatives d'impact sanitaire et économique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je peux déjà vous présenter, oui, il reste un petit peu de temps. Je peux vous présenter déjà ce qu'on a fait, puisque là, j'en ai fini pour la présentation de la structure générale. Donc, pour la descente d'échelle, donc vous voyez que les modèles les plus larges viennent forcer les limites des modèles les plus restreints en termes de couverture, mais on gagne comme ça ainsi en résolution spatiale. Donc, on part des modèles climato-logiques globaux et on va s'intéresser au scénario SSP2 4.5, qui est un modèle, qui est une trajectoire de projection intermédiaire et qui est assez proche du tendanciel actuel, qui vient forcer le modèle MAR, WAR, j'ai déjà dit, et on arrive donc comme ça à 1 km. À partir de là, le LEGI, le laboratoire des écoulements géophysiques et industriels, a mis au point une méthode d'ajustement statistique et donc a pu comme ça descendre, faire une descente d'échelle supplémentaire et d'arriver à 100 mètres au niveau pour le modèle WRF.
Et donc, on a une représentation en détail ainsi du climat en local en tenant compte de la topographie montagneuse de l'agglomération grenobloise. À l'horizon 2050, on s'est placé en 2050, puisque c'est une date, c'est un horizon important et cohérent avec la loi énergie-climat 2019, puisque ça correspond à l'objectif de neutralité carbone dans la loi française. Pour ce qui est des scénarios maintenant, donc on va considérer des scénarios qui relèvent de l'adaptation ou de la lutte contre le changement climatique et ou la pollution atmosphérique, qui vont porter sur des secteurs qui peuvent être le transport, le chauffage ou le couvert urbain. Donc là, je vous ai fait le recensement de toutes les mesures d'intervention sur lesquelles on aimerait travailler, sachant qu'on en est à peu près à cette étape-là dans le projet. On a déjà identifié des façons de faire jouer les curseurs de tout à fait, qui soient en accord, enfin, qui soient compatibles avec notre chaîne de modélisation. Donc, on reprendra ce qu'on avait déjà développé dans le projet mobilaire pour le report modal et les transitions pour le niveau la rénovation du parc technologique des véhicules, le remplacement des équipements de chauffage. Et pour ce qui est du couvert urbain, puisqu'on est à 100 mètres, on pourra se permettre de voir quels sont les effets d'une variation du niveau de végétation ou de l'albédo en utilisant les fonds cartographiques de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. En termes de modélisation fine DPM, donc notre chaîne de modélisation que je vous ai présentée sera utilisée pour Forcé Chimère, qui est un modèle de chimie transport des polluants atmosphériques. Et donc là, on a déjà pu sortir des cartes de niveau de PM. Donc ça, c'est prêt. Pour le WP5, donc là, on a déjà sorti avec les collègues du Légi des niveaux de température et à l'horizon 2050, et ça a permis aussi, par études statistiques, d'identifier des épisodes caniculaires extrêmes qui pourront avoir lieu à l'horizon 2050, et vous voyez que les collègues ont été capables, avec leurs projections, de caractériser les épisodes caniculaires en termes de durée, de fréquence et d'intensité. Et donc, on pourra potentiellement aussi, en aparté, puisque ce n'est pas l'objectif principal du projet, mais aussi d'estimer l'impact sanitaire et économique des épisodes caniculaires à l'horizon 2050. On en arrive au WP6. Donc là, on considère les particules fines et la température. Pour les particules fines, on reprendra la méthodologie qu'on a développée avec Xavier Morelli et Hélène Bouscas dans le cadre du projet mobilaire. Et pour la température, on s'appuiera sur les travaux très récents de Fanny Lehmann, qui a fait un stage à l'IAB et qui s'est intéressée à l'association entre les températures quotidiennes et la mortalité. Donc là, son stage faisait un focus sur le suicide, mais elle a aussi développé des relations dose-réponse pour la mortalité toutes causes confondues, dont je vous présente ici, vous voyez la relation. C'est une relation en U qui est tout à fait concordante avec celle qu'on peut trouver dans la littérature, mais là, l'intérêt, c'est qu'on en a développé une en local. On s'intéressait aussi, c'est à partir notamment des travaux de Nicolas Todd et collaborateurs 2015, c'est sur la possibilité d'une adaptation de la société, et donc qui viendrait à laisser penser à une réduction des impacts liés à la température. Et donc, Fanny, dans son stage, dans une première étape, avec sa série temporelle, elle a utilisé toutes les données d'observation de la température qu'elle avait sur les 50 dernières années. Et ensuite, elle a fait des périodes de temps segmentées, vous voyez, par à peu près des périodes de 15 ans. Et donc, vous voyez que
Si on regarde la période la plus ancienne, donc c'est en bleu, eh bien, comparé à cette période, quand on regarde les périodes les plus récentes, en orange et en vert, on voit qu'il y a un aplanissement de la courbe. Donc, a priori, aussi une réduction du risque. On voit qu'on passe de 1,61 pour une température autour de 24-25 en température minimale de mortalité. Sur le glissement de la température de mortalité, on arrive à l'équivalent ici sur les périodes plus récentes à des odds ratios divisé de moitié, des risques relatifs réduits de moitié environ. Donc, on essaiera aussi de tenir compte de ces paramètres quand on en sera à cette étape. Pour l'évaluation des coûts-bénéfices, et bon, bah là, c'est un peu redondant à ce qu'avait déjà dit Augustin, donc je vais passer vite. On tiendra compte des coûts tangibles et intangibles, mais pour ce qui est des outputs, des impacts sanitaires, mais pour les outputs des autres work packages, on pourra tenir compte aussi des impacts sur les écosystèmes, sur les rendements agricoles, sur le bâti, et pour ce qui est des scénarios, on pourra faire, comme on a vu dans la présentation d'Augustin, faire les plus et les moins entre les coûts d'implémentation des mesures et les bénéfices attendus, et pouvoir faire comme ça ainsi un bénéfice net. Donc, ça, c'est fait. La réduction de la descente d'échelle. La connexion des boîtes pollution et température, c'est fait. On en est à l'élaboration des scénarios qu'on pourra faire mouliner dans ces modèles développés et viendront en leur temps les études d'impact sanitaire et économique. Tu as parlé du vert dans la ville et de la ville blanche pour augmenter l'albédo. Et donc, je suppose que tu introduis ça ensuite dans le modèle en relation aux effets des températures sur la mortalité. C'est-à-dire Oui. il y a une modulation des températures. Tout à fait, c'est ça. Maille par maille, oui. Ouais, déjà, premièrement, comment tu fais pour introduire, gérer les modulations de température induites? Et puis, du coup, c'est vrai que j'ai pas très bien compris pourquoi, en relation avec ça, pourquoi tu dis que finalement, les canicules pour lesquelles tu as des données ne t'intéressent pas vraiment et que c'est que à la marge, là où je m'attendrais à ce que ça puisse quand même être pris en compte, justement, à ce niveau-là, tu vois. Alors, pour la première question. Si on part sur un scénario modulation de l'urbanisme, donc le coefficient de verdure ou le coefficient d'albédo par maille, donc là on essaie des mailles de 100 mètres, eh ben, on prend le factuel et on fait varier le curseur comme ça. Et après, comme dans le modèle WRF, le modèle WRF a parmi ses inputs cette cartographie du module du couvert végétal et de l'albédo, eh ben, tu peux moduler comme ça la carte d'input. Donc ça, c'est les collègues du Légi et de la URG qui vont gérer ça. Donc ça, c'est pour la première question. C'est comme ça que c'est fait. Et donc, par exemple, on va avoir des scénarios qui vont être passer un albédo à 0,8, par exemple, pour les cellules où il n'y a pas déjà un 0,8 d'albédo, ou un couvert végétal à 40% pour les cellules où on n'a pas déjà 40%. Voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est des choses qui sont à l'étude. Après, pour le caniculaire, je pense que je suis allé un petit peu vite. C'est sur ce point-là, la question est tout à fait justifiée. Quand on a développé le projet PacMax avec Rémi, on avait vraiment axé sur des scénarios et dans une situation en 2050. Mais en parlant d'une période de temps. On s'était vraiment axé sur une période représentative du temps et pas justement des épisodes en mode de pic. Et on est quand même plus acculturé à la pollution de l'air qu'à la température. Mais de loin, la canicule, c'est pour nous un pic comme un pic de pollution. Et donc, c'était pas ça notre objectif au départ. Et quand une fois que la boîte a été développée et que les collègues du Légi nous ont montré qu'ils étaient capables d'identifier et de faire des prédictions de canicule, et on s'est dit, bah tiens, ça, c'est vraiment intéressant, on va l'ajouter dans nos objectifs. Est-ce que vous savez si
il y a un suivi finalement des résultats des politiques en termes de santé. Alors, est-ce que j'ai le droit de passer la parole à quelqu'un? Parce que dans le public, j'ai vu qu'il y avait Anne-Cécile Fouvet, et je pense qu'elle serait beaucoup plus indiquée pour répondre à cette question que moi, parce que moi, je ne suis plus à Grenoble. Ces études universitaires ont vraiment un rôle très important pour mobiliser les élus, les inciter à l'action sur des bases argumentées et scientifiques. C'est très important effectivement pour la communauté des élus grenoblois que de s'appuyer sur la communauté scientifique. Donc là, on a 2 traductions très concrètes sur le bassin grenoblois. C'est vraiment toute la mise en place des aides à l'attention des habitants pour changer leur système de chauffage au bois peu performant par des systèmes plus efficaces, donc avec un effet direct sur la qualité de l'air. Donc des aides apportées par la métropole et par la ville de Grenoble. Et puis deuxième point, c'est vraiment le développement des zones à faible émission. Donc là, à partir de demain, 1er juillet 2023, c'est la mise en place de la zone à faible émission pour les véhicules des particuliers. Donc c'est complètement notre actualité. Et là aussi, l'étude mobilière est vraiment une étude de référence en fait, sur la mise en place de ces politiques publiques.